L'anime commence par un bref coup d'œil sur Tokyo en 2021, une ville qui a beaucoup souffert de l'épidémie de Gastrea, un virus dangereux. Ce virus a forcé les gens à chercher refuge derrière d'énormes murs en varanium, un métal spécial qui éloigne les monstres Gastrea. Au milieu de tout ce chaos se trouvait Satomi Rantaru, un homme qui semblait submergé par le désespoir. Autour de lui, les gens vivaient dans des tentes de fortune, essayant de rester à l'abri des attaques de Gastrea. Au loin, de la fumée montait et des avions de chasse volaient dans le ciel, combattant les Gastrea. Soudain, l'un des avions s'écrasa lors d'une évacuation. Immédiatement, l'armée entra en action pour vaincre la créature, semant la peur parmi les habitants. Malgré le chaos, Rantaru, qui avait trébuché pendant la confusion, était déterminé à continuer de survivre. 10 ans plus tard, Rantaru est maintenant un lycéen travaillant pour le service de sécurité civile Tendo aux côtés de son partenaire, Ehara Anju. Anju a des capacités extraordinaires car elle est une enfant maudite, née avec le virus Gastrea à l'intérieur d'elle de sa mère infectée. Ensemble, Rantaru et Anju s'allient pour combattre ces dangereuses créatures. Un jour, l'inspecteur Tadashima Shijutoku reçoit des informations concernant l'activité des Gastrea, incitant Rantaru et lui à enquêter sur un appartement suspect. Dehors, il rencontre des policiers sécurisant la zone. À l'intérieur, il trouve 2 policiers morts et une personne masquée qui prétend chasser les Gastrea mais qui constitue une menace pour les autres. Malgré les efforts de Rantaru pour le confronter, l'homme masqué se révèle agile et fort, échappant à la capture et déclarant de manière menaçante son intention de causer la destruction. Pendant ce temps, Anju est agacée par Rantaru de l'avoir laissé derrière et part seule en exploration. En chemin, elle rencontre un homme se transformant en monstre Gastrea. Heureusement, Rantaru et Shijutoku arrivent à temps pour immobiliser la créature avec des balles en varanium, permettant à Anju de porter un coup décisif avec son puissant coup de pied. Plus tard, Rantaru retourne au bureau et fait face à sa patronne, Tando Kizara, qui est agacée parce qu'il a oublié de demander des fonds à la police pour acheter des pousses de soja à prix réduit. Elle exprime sa frustration quant aux problèmes financiers du bureau dû à des employés peu fiables comme lui. Le soir venu, Rantaru et Anju ont savouré leur dîner, appréciant divers plats préparés avec des pousses de soja qu'ils avaient achetés plus tôt. Le lendemain matin, Rantaru a pédalé jusqu'à son école puis a accompagné Anju à la sienne, située ailleurs. En chemin, Rantaru a exprimé son désir qu'il fréquente le même établissement un jour, inquiet que Anju doive cacher son identité d'enfant maudite. Anju l'a rassuré, mentionnant que ses amis ignoraient sa vraie nature, dissipant ainsi ses inquiétudes. Pendant le cours, Rantaru a reçu un appel de Kizara, l'informant d'une réunion au ministère de la Défense. À leur arrivée, ils ont trouvé des fonctionnaires du gouvernement de Tokyo rassemblés, ainsi que d'autres promoteurs et leurs initiateurs. Bientôt, Setanshi, la chef du gouvernement de Tokyo, et son conseiller, Tando Kikunoju, sont apparus sur un grand écran, assignant une mission aux fonctionnaires et à leurs promoteurs, éliminer les Gastrea et récupérer une mallette détenue par l'une des créatures. Pendant le briefing, un homme masqué nommé Hiruko Kajutan est entré dans la pièce, accompagné de sa fille, Hiruko Koina, qui était son initiatrice. Il a déclaré son intention de rejoindre la mission pour obtenir la mallette contenant l'héritage des 7 étoiles. Reconnaissant Kajutan comme une menace, la salle a éclaté en coups de feu, mais il s'est protégé avec une barrière transparente, révélant que la plupart de son corps était recouvert de varanium. Kajutan a révélé son implication passée avec l'unité mécanisée spéciale 787 de l'armée de l'Est, spécialisée dans la résolution des problèmes liés aux Gastrea, choquant les fonctionnaires gouvernementaux présents. Pendant le chaos, Kajutan a tiré dans toutes les directions, neutralisant tout le monde avant de partir et de laisser une boîte à Rantaru. Pendant ce temps, la nouvelle s'est répandue qu'un haut fonctionnaire avait été brutalement assassiné, sa tête tranchée. En remarquant la boîte, désormais maculée de sang frais, Rantaru est devenu méfiant, craignant que la tête du fonctionnaire ne soit à l'intérieur. À l'écran, Setanshi a souligné l'importance de récupérer la mallette, mettant en garde contre sa capacité à briser le mur du monolithe si elle tombait entre de mauvaises mains, ce qui pourrait entraîner une attaque catastrophique des Gastrea capable d'anéantir l'humanité. Plusieurs jours plus tard, Rantaru et Anju ont rencontré une fille poursuivie par des agents de sécurité sur le marché. Accusée de vol et presque blessée, la fille, et également une autre enfant maudite, a supplié Anju de l'aider, mais Rantaru est intervenu, ce qui a entraîné sa capture par les gardes. Voyant Anju bouleversé, Rantaru a décidé de suivre les gardes jusqu'à leur destination, arrivant finalement dans un bâtiment abandonné où il les a vus maltraiter la fille, la soumettant à des abus physiques et même tirant des coups de feu avant de la laisser blessée mais vivante. Se précipitant à l'hôpital, Rantaru s'est assuré qu'elle recevait les soins médicaux nécessaires, soulagé d'apprendre du médecin qu'elle avait un système immunitaire solide. S'occupant de ses frais médicaux, Rantaru l'a confié aux soins du médecin, déterminé à assurer sa sécurité et son bien-être. Alors que Rantaru rentrait chez lui, il s'inquiétait de ses dépenses croissantes, surtout des frais d'hôpital pour le traitement de la fille. En se promenant dans une rue tranquille, il fut soudain confronté par Kajutan, qui lui pointa un pistolet. Agissant rapidement,
Rantarou désarma l'attaquant masqué et reprit le contrôle de la situation. Kajtan fit alors intervenir sa fille, Koina, lui ordonnant de couper le bras de Rantarou. Juste au moment où Koina allait frapper, Anju intervint, arrêtant l'attaque. Kajtan proposa un partenariat avec Rantarou pour une mission et partagea son point de vue sur les difficultés auxquelles Tokyo était confronté, évoquant les souvenirs de la façon dont la société maltraitait les enfants maudits. Malgré l'offre d'argent de Kajtan, Rantarou refusa, tirant l'argent dans la mallette. Entendant les sirènes de police approcher, Kajtan décida de partir, exhortant Rantarou à visiter l'école d'Anju le lendemain pour découvrir les problèmes de la communauté. Kajtan exprima son admiration pour Rantarou et Anju, ce qui le fit hésiter à les confronter. Le lendemain à l'école, Rantarou entendit des rumeurs sur le statut d'Anju en tant qu'enfant maudite. Il chercha des explications auprès de Tanin, un enseignant, qui révéla qu'Anju avait quitté la classe après que ses amis eurent découvert les rumeurs. Se précipitant chez lui, Rantarou chercha Anju sans succès, le menant à un canal souterrain où il rencontra Matsuzaki, le gardien des enfants maudits. Montrant à Matsuzaki une photo d'Anju, Rantarou demanda où elle se trouvait, mais Matsuzaki prétendit l'ignorer. Étonnamment, Matsuzaki suggéra de trouver un nouvel initiateur pour remplacer Anju, ce qui consterna Rantarou à l'idée de traiter les enfants maudits comme de simples outils. Réfléchissant à ses expériences avec Anju, Rantarou prit la décision de partir. Peu de temps après le départ de Rantarou, Matsuzaki révéla à Anju, qui se cachait, la gentillesse de Rantarou et remit en question sa décision de se séparer de son camarade promoteur. Dans une autre rencontre, déterminé, Rantarou rencontra le professeur Muroto Sumire pour discuter de la situation d'Anju. Peu de temps après leur conversation, Tanin appela Rantarou, l'informant qu'Anju était à l'école. Sans hésiter, Rantarou se précipita à l'école d'Anju, où elle faisait face au rejet de ses amis, y compris de son compagnon le plus proche, qui choisit de prendre ses distances. Malgré l'offre de Rantarou de trouver une autre école pour elle, Anju déclina, ayant tissé des liens forts avec ses amis actuels. Pendant ce temps, un hélicoptère envoyé par Kisara arriva et transporta Rantarou et Anju à l'endroit où des Gastrea avaient été repérés. Kisara les informa de l'apparition de la créature dans la forêt, incitant Rantarou et Anju à agir immédiatement. Alors que l'hélicoptère survolait la forêt, Anju repéra le Gastrea en dessous et s'engagea rapidement dans le combat. Rantarou demanda au pilote de baisser l'hélicoptère pour qu'il puisse descendre à l'aide d'une corde. Grâce aux remarquables capacités d'Anju, ils réussirent à neutraliser la créature et à récupérer la mallette de son corps. Les larmes remplirent les yeux d'Anju lorsqu'elle courut vers Rantarou, profondément attristée par l'hostilité dirigée contre lui malgré ses actes héroïques. Rantarou essaya de la réconforter, lui promettant son soutien indéfectible. Cependant, juste au moment où Rantarou tendait la main vers la mallette, Kajtan apparut soudainement et la saisit. Malgré les tentatives de Rantarou de la récupérer, il fut frappé par l'épée de Kajtan. Même lorsque Kajtan se retrouva coincé, il en vint à tirer sur Rantarou, le faisant tomber dans la rivière en dessous de la falaise. Quelque temps plus tard, Rantarou, miraculeusement survivant, se réveilla. Kisara, qui veillait sur lui, expliqua qu'il avait été inconscient pendant une journée et révéla que la mallette prise par Kajtan contenait un catalyseur capable de convoquer un Gastrea de niveau 5, une menace pour l'humanité. Malgré son agitation et son envie d'agir, Kisara insista pour que Rantarou se concentre sur son rétablissement complet. Submergé de culpabilité, Rantarou s'excusa de ne pas avoir récupéré la mallette. Kisara lui conseilla également de présenter ses excuses à Anju, qui dormait paisiblement à côté de lui sous la couverture. En voyant la jeune fille, Rantarou exprima ses regrets pour lui avoir causé de la peine. Peu après, Kisara reçut un appel de Setanchi, la convoquant pour une opération visant à traquer Kajtan. Alors que l'état de Rantarou s'améliorait, Sumire rendit visite à sa chambre et lui fournit un sac contenant des armes et des médicaments expérimentaux AGV pour leur mission conjointe. À l'extérieur de l'hôpital, Anju l'attendait, et ensemble, ils montèrent à bord d'un avion avec d'autres promoteurs. À leur arrivée dans une forêt, les promoteurs et les initiateurs se séparèrent pour rechercher Kajtan. En explorant, Rantarou et Anju remarquèrent de la fumée s'élevant d'une colline, indiquant la tentative d'un promoteur d'attaquer le Gastrea avec des explosifs. Soudain, un Gastrea apparut, les incitant à fuir et à chercher refuge dans un ravin. À l'intérieur du ravin, ils rencontrèrent Sanju Kayo, une initiatrice qui s'était séparée de son promoteur, Ikuma Shugen. Après avoir gagné sa confiance, Rantarou aida Kayo à soigner une blessure à son bras. Peu après, Kayo reçut une communication l'informant que Shugen avait localisé Kajtan. Sans hésitation, le trio se dirigea vers la position de Shugen. Cependant, ils se retrouvèrent bientôt entourés de nombreux Gastrea. Kayo exhorta Rantarou et Anju à continuer à aider Shugen tandis qu'elle affrontait les monstres seuls. Après un long périple, Rantarou et Anju tombèrent sur une scène sombre jonchée des restes de promoteurs vaincus, y compris Shugen qui était empalé avec une énorme épée. Pendant ce temps, Kajtan et Koina apparurent sur le toit d'une église voisine, prêts à affronter Rantarou. Pendant ce temps,
Setanshi et d'autres autorités observaient de près les promoteurs sur le terrain, en particulier Rantaro. Setanshi contacta Kisara pour s'informer des capacités de Rantaro, en particulier face à Kajtan. Kisara exprima sa confiance dans les capacités de Rantaro, se souvenant d'un incident héroïque où Rantaro l'avait sauvé d'une attaque de Gastrea qui avait coûté la vie à ses parents. Rantaro avait fait preuve d'un courage remarquable, prêt à sacrifier ses membres et même son œil gauche pour la protéger. À la suite de cet événement, Rantaro avait subi une intervention chirurgicale à l'unité 22, surprenant un haut fonctionnaire qui était familier avec les opérations de l'unité. Alors que l'intense bataille entre Rantaro et Kajtan se déroulait, Rantaro parvint à pénétrer le bouclier de Kajtan et à lui porter un coup. Révélant ses membres et ses yeux faits de métal varadium, Rantaro révéla son affiliation passée avec l'unité mécanisée spéciale 787 de l'armée. Kajtan rit en réalisant leur passé commun et riposta en tirant sur Rantaro. Rantaro se retira sur le toit du bâtiment, où Kajtan proposa une fois de plus une alliance, mais Rantaro refusa fermement, continuant son attaque jusqu'à ce qu'il perde conscience. Témoin du conflit, Anju intervint pour aider son promoteur, malgré l'intention de Kajtan de lui nuire. Rantaro se précipita pour protéger Anju, encaissant un coup violent de Kajtan, qui le laissa gravement blessé et s'effondra. À ce moment crucial, Rantaro se rappela du médicament expérimental fourni par Sumire, dérivé du virus Gastrea et capable de conférer aux humains des capacités de régénération, mais avec un risque de 20% de se transformer en Gastrea. Malgré le danger, Rantaro décida d'utiliser le médicament, voyant miraculeusement ses blessures guérir. Avec une force renouvelée, il reprit sa bataille contre Kajtan jusqu'à ce que l'homme masqué soit vaincu et tombe dans l'océan en dessous. Voyant la disparition de Kajtan, Koina cria après son père. Rantaro rassura Anju que Koina n'était plus leur ennemi, reconnaissant sa vulnérabilité. Peu après, Rantaro reçut un message de Kisara, l'informant de la récupération réussie de la mallette de Gastrea. Cependant, elle prévint de l'apparition d'un Gastrea de niveau 5, exhortant Rantaro et Anju à se dépêcher vers le ciel, une arme avancée contre les Gastrea de haut niveau. Une fois arrivé à la machine, Rantaro tenta de l'activer pour une opération à distance. Kisara exprima sa gratitude, mais Rantaro découvrit que les balles en varanium étaient vides. Cela provoqua une recherche frénétique de munitions, poussant Rantaro à utiliser son bras en varanium comme balle. Ils eurent du mal à contrôler l'arme directement car elle ne pouvait pas être contrôlée à distance. Après avoir surmonté les obstacles, Rantaro reprit son sang-froid et pointa l'arme vers le Gastrea, le détruisant avec succès avec une balle en varanium. Sortant de la machine escalier du ciel, Rantaro s'approcha de Kaio, qui avait courageusement combattu de nombreux Gastrea malgré de graves blessures. Kaio, réalisant que sa transformation en Gastrea était inévitable, implora Rantaro de mettre fin à sa vie pendant qu'elle restait humaine. Plusieurs jours plus tard, Rantaro rencontra Setanshi pour lui faire un rapport sur le contenu de la mallette récupérée sur le Gastrea, découvrant qu'elle ne contenait qu'un tricycle cassé. Il demanda également des éclaircissements sur le catalyseur mentionné précédemment, mais Setanshi refusa d'en dire plus, le laissant frustré. En quittant la résidence de Setanshi, il trouva Anju qui l'attendait. Réfléchissant aux commentaires mystérieux de Setanshi, ils se résolurent à viser des rangs plus élevés en tant que promoteurs et initiateurs. Dans le laboratoire de Sumire, les données indiquaient que le niveau émotionnel d'Anju était considérablement élevé, atteignant 42,8%. Ils remarquèrent que si son état émotionnel atteignait 50%, cela pourrait entraîner des dommages physiques. Rantaro observa Kisara plonger dans un entraînement au combat intense et indépendant, démontrant la maîtrise de diverses techniques de combat avancées qui l'impressionnèrent. Il n'y a pas si longtemps, lui et Anju avaient entraîné ensemble, pendant lequel Rantaro avait tiré des balles sur Anju, qui les avait habilement évitées et avait délivré un coup de pied surprenant. Plus tard, alors que Kisara et Rantaro rentraient chez eux, ils discutèrent de l'inscription à l'école d'Anju. Rantaro n'avait pas encore trouvé d'école adaptée pour elle. Kisara suggéra d'inscrire Anju dans une école située dans un quartier extérieur, mais Rantaro hésitait en raison des préoccupations de sécurité pour une jeune fille comme Anju. Kisara révéla alors que Setanshi avait recruté Rantaro pour servir de garde du corps. Le lendemain, Rantaro se rendit à la résidence de Setanshi, ayant l'intention de refuser l'offre d'emploi du chef de Tokyo. Malgré les avertissements de plusieurs gardes du corps de Setanshi contre le refus du poste, Rantaro finit par retourner la voir et accepta de devenir son garde du corps personnel. Il le fit parce qu'il sentait que Setanshi était en danger, surtout avec son garde du corps actuel semblant avoir de l'influence sur ses décisions. En rentrant chez lui, Rantaro rencontra une jeune fille nommée Tina Spro qui était harcelée. Il intervint, utilisant son badge de sécurité pour arrêter les harceleurs, puis s'assit avec Tina sur un banc dans le parc. Tina expliqua qu'elle prenait des pilules de caféine pour rester éveillée pendant la journée car elle était plus active la nuit. Rantaro suggéra à Tina de contacter le poste de police, mais elle refusa, prétendant savoir où il habitait, avant de partir. Plus tard, Tina reçut un appel de son patron, Aharan, l'informant de sa réussite à infiltrer la région de Tokyo avec pour mission d'assassiner Setanshi. Cette nuit-là,
Après avoir fait des préparatifs, Tina se mit en route pour accomplir sa mission et rencontra plusieurs policiers, que un lui ordonna d'éliminer. Pendant ce temps, avec Rantaro comme garde du corps, Setanshi visita Setakusujan, le chef du district d'Osaka, que Rantaro considérait comme dangereux. Lors de la réunion, Sujan exprima son désir de transporter l'armée Shell du ciel sur la Lune, ce qui lui permettrait de détruire facilement les Gastrea et de dominer le monde en menaçant divers pays avec l'arme. Désapprouvant la proposition de Sujan, Setanshi quitta la pièce. Sur le chemin du retour, Anju, qui était également dans la voiture avec Rantaro et Setanshi, exprima son malaise. Rantaro devint vigilant et soudain, leur voiture fut attaquée par des tirs mystérieux. Rantaro assura rapidement la sécurité de Setanshi et la confia à son garde, qui l'escorta vers un endroit sûr. Rantaro et Anju enquêtèrent ensuite sur le site de l'attaque, mais leurs assaillants avaient déjà fui. Pendant ce temps, Tina rapporta l'échec de sa mission en raison de l'ingérence de civils et se demanda qui avait contrecarré ses plans cette nuit-là. Quelques jours plus tard, Rantaro rencontra Tina et lui apporta des takoyaki, lui en donnant même à manger car elle n'avait pas touché à la nourriture qu'il lui avait apportée. Tina exprima sa gratitude, mentionnant que Rantaro était la première personne à lui avoir montré de la gentillesse. Peu après, elle reçut un appel de son patron, lui ordonnant de se rendre à un endroit caché pour recevoir un message afin d'éliminer Kizara. Pendant ce temps, Rantaro se rendit à l'école pour rencontrer Shiba Miori, qui l'aida à recueillir des informations sur le tireur visant Setanshi. Lors de leur rencontre, il lui demanda de l'aide pour découvrir des détails sur Sujan, la personne ayant ordonné l'attaque. Après la discussion, Rantaro visita Sumire, qui partagea des informations sur 3 soldats de la mécanisation comme lui, créés par Grunwald. Parmi eux se trouvait Kajutan, que Rantaro avait déjà vaincu. Une fois que Sumire eut terminé son récit, Rantaro prévoyait de rentrer chez lui avec Anju. Cependant, Sumire lui demanda de laisser Anju au laboratoire pour une discussion ultérieure. Sur un autre front, Tina communiquait avec A1, qui lui fournissait des informations sur Kizara et Anju. Malheureusement, Tina laissa tomber son téléphone portable juste au moment où A1 allait révéler le promoteur d'Anju, interrompant l'appel. Sans perdre de temps, Tina se précipita au bureau de la sécurité civile et trouva Kizara à son bureau, lançant immédiatement une attaque sur sa cible. Kizara se retrouva acculé et appela à l'aide de Rantaro. Se précipitant à son secours, Rantaro réalisa que Tina visait en fait Kizara et hésita dans ses attaques. Avec agilité, Tina parvint à s'échapper de la scène. Un peu plus tard, Rantaro et Anju revinrent pour accompagner Setanshi, qui se préparait à rencontrer à nouveau Sujan. À leur arrivée, Tina ouvrit le feu sur Setanshi. Heureusement, Rantaro protégea rapidement Setanshi et l'escorta en sécurité dans un parking voisin, la protégeant des tirs de Tina. Rantaro et Anju évaluèrent la situation et Anju poursuivit le tireur. Cependant, Setanshi avertit Rantaro qu'Anju faisait face à un redoutable soldat de la mécanisation et l'incita à la rappeler. Rantaro tenta de contacter Anju, mais Tina répondit au téléphone et le laissa tomber. Suite à l'incident, Rantaro et Kizara reçurent des nouvelles alarmantes sur les graves blessures d'Anju, nécessitant des soins intensifs pendant plusieurs jours. Kizara informa également Rantaro de la 3e réunion à venir entre Setanshi et Sujan, prévue pour le lendemain soir, où Rantaro devrait se préparer à son rôle d'escorte. Dépassé, Rantaro s'effondra dans les bras de Kizara. Après avoir quitté l'hôpital et s'être réveillé, Rantaro ne pouvait pas chasser de son esprit les pensées concernant Anju et les actions de Tina. À ce moment-là, l'un des gardes du corps de Setanshi nommé Yasukawa Takuto s'approcha de Rantaro, le raillant pour ne plus être un garde du corps après avoir perdu son initiatrice. Irrité, Rantaro attrapa Takuto et affirma son dévouement à protéger Setanshi. Pendant ce temps, Tina reçut un autre appel de son patron, qui l'informa des plans des gardes du corps de Setanshi pour protéger les dirigeants de la région de Tokyo. A1 exprima sa frustration que Tina n'ait pas éliminé les policiers et les civils qui avaient interféré avec sa mission. Cependant, Tina tenta de tromper son patron en prétendant faussement les avoir éliminés. Avant de mettre fin à l'appel, A1 fit allusion de manière menaçante au fait que Tina pourrait devoir recourir à des mesures extrêmes si elle ne parvenait pas à mener à bien sa mission. Après la fin de l'appel, Tina quitta le bâtiment et déclencha une explosion, espérant éviter une autre confrontation avec Rantaro. Cependant, ses espoirs furent anéantis quand il apparut soudainement, la défiant de poursuivre leur combat. Les deux se lancèrent dans la bataille, Rantaro ayant initialement du mal face aux attaques de Tina. Cependant, il découvrit un endroit caché inaperçu par Shanfield, une caméra de surveillance suivant ses mouvements. Après avoir désactivé un Shanfield, Rantaro reçut un appel de Miori, qui l'informa de l'utilisation par Tina d'un module d'arme à distance. Après l'appel, Rantaro tenta de bouger, mais plusieurs Shanfield réapparurent, l'attaquant et le forçant à chercher un abri. Miori lui fournit alors des informations sur l'emplacement de l'arme, désormais sur le toit du bâtiment scolaire. Se dépêchant là-bas, Rantaro désactiva les Shanfield qui le gardaient, utilisant ses compétences de tir pour éliminer les caméras de surveillance flottantes.
Apercevant Tina dans une pièce, Rantarou la poursuivit, mais elle parvint à l'éviter à l'intérieur de la pièce. Pendant ce temps, Miyori lui rappelait de rester vigilant. Soudain, Tina réapparut et l'attaqua, le rendant inconscient. À ce moment-là, Rantarou tenta de comprendre la souffrance de Tina. Simultanément, une lumière vive émana de lui, qu'il utilisa pour maîtriser Tina, la faisant tomber à un étage inférieur. Alors que Tina suppliait Rantarou de mettre fin à sa vie, il refusa. Leur face-à-face fut interrompu par Takuto et d'autres gardes visant à éliminer Tina. Heureusement, Setanchi arriva, reconnaissant la capture de Tina par Rantarou et lui accordant un rang plus élevé. Avec son statut élevé, Rantarou dépassait Takuto et les autres, leur ordonnant de libérer Tina. Une semaine plus tard, Rantarou reçut la nouvelle que Sujan était retourné à Osaka, compliquant ses efforts pour rassembler des preuves liant l'homme d'âge moyen à un, le patron de Tina. Pendant ce temps, Tina était détenue au Saint-Palais de Setanchi, et Rantarou envisageait des moyens de réduire sa peine. En arrivant au bureau, il fut surpris de trouver Tina travaillant là-bas et ayant lié amitié avec Anju et Kizara. Un soir, une troupe fut alertée par une attaque de Gastrea qui provoqua l'explosion d'une installation militaire. Le lendemain matin, Setanchi visita le district 39, où Rantarou et Kizara avaient mis en place une école primaire improvisée pour éduquer les enfants maudits sous la garde de Matsuzaki. Après avoir salué tous les enfants, Setanchi rencontra Rantarou et Kizara pour discuter de l'attaque de Gastrea de Stade 4, qui avait infligé des dommages importants au nouveau monolithe qu'ils étaient en train de construire. Cela représentait une menace importante car cela rendait la région de Tokyo plus vulnérable aux attaques de Gastrea. Pour remédier à cela, Setanchi proposa de former un groupe auxiliaire comprenant des officiers civils collaborant avec la force aérienne japonaise. Elle demanda à Rantarou de diriger ce groupe et d'aider le gouvernement à faire face à la menace de Gastrea pendant la construction de la nouvelle muraille de monolithe. En rentrant chez lui, Rantarou trouva Anju et Tina chez lui. Ils apprécièrent tous une délicieuse pizza préparée par Tina, puis firent une pause. Comme Rantarou et Tina ne pouvaient pas dormir, ils engagèrent la conversation tout en admirant la belle vue nocturne depuis la fenêtre. Rantarou partagea l'attaque de Gastrea qui pourrait potentiellement détruire le monolithe, et Tina lui offrit son aide pour résoudre ce problème. Le lendemain matin, des rapports ont émergé dans les médias sur le leader activiste s'opposant à la mort des enfants maudits, suscitant des rumeurs selon lesquelles les enfants maudits pourraient être responsables du meurtre. Pendant ce temps, Rantarou invita Tina à un voyage et commença à assembler une équipe pour établir un groupe auxiliaire. Pendant leur voyage, ils rencontrèrent des enfants maudits chantant magnifiquement. Parmi eux, Rantarou remarqua une fille unique avec les yeux couverts par un chiffon. Cela l'intrigua car les enfants maudits ne devraient pas souffrir de maladie. La fille révéla qu'elle s'était intentionnellement blessée à l'œil parce que sa mère l'avait rejetée pour avoir les yeux rouges, ce qui l'avait conduite à être expulsée de chez elle. Inquiet pour la sécurité de la région, en particulier après la mort de l'activiste, Rantarou conseilla à la fille de chercher un endroit plus sûr. Peu après, Rantarou et Tina poursuivirent leur voyage et atteignirent la résidence de Katajiri Tamaki, un autre promoteur. Initialement confrontés à la résistance de la jeune sœur de Tamaki et initiatrice, Katajiri Uzuki, ils furent finalement autorisés à entrer par Tamaki. Rantarou suggéra à Tamaki de rejoindre leur groupe auxiliaire, mais face au refus de Tamaki, ils décidèrent de régler le différend par un duel. Après une confrontation intense, Rantarou sortit vainqueur avec son expertise, persuadant Tamaki de se joindre à eux. Pendant ce temps, Tina se battit avec Uzuki et sortit également victorieuse, convainquant les deux sœurs de rejoindre le groupe auxiliaire. Le lendemain, Rantarou amena Tina rencontrer Sumire pour discuter de l'attaque de Gastrea. Tina avait initialement démissionné du service de sécurité civile pour protéger Rantarou et les autres du danger. Cependant, Rantarou l'encouragea à retrouver sa passion pour protéger tout le monde. Pendant que Tina se reposait, Sumire mit en garde Rantarou contre son implication excessive avec les enfants maudits en raison de leurs différences. Néanmoins, Rantarou resta résolu dans sa détermination à vaincre Gastrea et à assurer la libération des enfants maudits. Sumire partagea également la dernière mise à jour sur le mur du monolithe, qui était devenu blanc et s'était effondré. Avec cette nouvelle se répandant, Setanchi décida de traiter la situation officiellement par une diffusion en direct, malgré le poids qu'elle devrait porter seule. Quelques jours plus tard, Rantarou et Tamaki se réunirent au lieu de rendez-vous désigné pour le groupe auxiliaire, discutant de l'idée d'utiliser des examens pour identifier les candidats potentiels à la protection clandestine. Pendant ce temps, Tina, Anju et Uzuki montèrent une tente de base car elles n'étaient pas officiellement enregistrées comme membres auxiliaires. Auparavant, Rantarou et Anju avaient repéré des membres potentiels lors d'une compétition où Brick Nigel et Nagisawa Shuma s'affrontaient dans un duel intense. Impressionné par les compétences de Shuma, Rantarou lui offrit une place dans le groupe auxiliaire, ce que Shuma accepta volontiers, impatient de contribuer. Plus tard dans la soirée, Tamaki et Uzuki arrivèrent avec de nouvelles tentes pour tout le monde. Assis autour d'un feu de camp, Kizara réalisa que Rantarou avait encore besoin de plus de membres pour compléter l'équipe et se porta volontaire pour rejoindre, avec Tina comme initiatrice.
Pendant qu'ils discutaient, un membre des forces de sécurité apporta un message du commandant Gagu Nagasama, convoquant tous les officiers civils à se rassembler au quartier général central. En arrivant dans la cour du quartier général, Nagasama prononça un discours inspirant, exhortant tout le monde à être prêt à agir quand il serait appelé. Rantarou proposa de déplacer leur camp plus près du nid de Gastrea pour une attaque surprise potentielle. Après cette discussion, Rantarou et l'équipe se regroupèrent, se remontant le moral pour la bataille imminente contre Gastrea. Le lendemain, alors qu'ils attendaient les ordres de Nagasama, Rantarou et Kisara donnèrent des cours aux enfants maudits, les encourageant à écrire leurs rêves sur papier. En voyant les enfants exprimer avec enthousiasme leurs aspirations, Rantarou décida de les emmener en sortie pour visiter le monument de la Révolution du Feu. Ce soir-là, alors que tout le monde dormait, Rantarou et Kisara se dirigèrent vers le mur du monolithe, désormais devenu blanc à cause du liquide destructeur de varanium des Gastrea. Rantarou remarqua que seule une partie du monolithe 32 était endommagée, suggérant que les forces de Gastrea avaient peut-être hésité avant d'attaquer les autres sections. Ils conversèrent, puis s'allongèrent sur l'herbe, partageant leurs préoccupations. Rantarou prit la main de Kisara, lui promettant de la protéger, elle et les autres. Le lendemain, Rantarou se dirigea vers la zone de protection souterraine. En chemin, il rencontra la jeune aveugle qu'il avait rencontrée auparavant, harcelée par un groupe. Intervenant, il montra son badge d'officier civil, dispersant les agresseurs. La fille reconnut Rantarou à sa voix et à son toucher, s'excusant pour les ennuis avant qu'il ne la pousse à rentrer chez elle. De retour au camp, Rantarou trouva Tina, Anju et Kisara ensemble. Kisara semblait déçue car les enfants n'étaient pas aussi intéressés à étudier avec elle. Peu après, Tamaki arriva avec une enveloppe contenant des détails sur le monolithe 32. Inopinément, Kisara jeta le papier dans le feu de camp avant de partir. Rantarou parvint à sauver le reste du papier, révélant Tandou Kazumitsu comme le constructeur du monolithe 32. À une autre occasion, Rantarou et Anju visitèrent l'école des enfants maudits. Anju était excité de revoir ses amis mais fut choqué de trouver la zone gardée par la police à cause d'une explosion. Des taches de sang étaient visibles, et Rantarou se dépêcha de trouver Matsuzaki assis en silence. Après une enquête plus approfondie, Rantarou découvrit plusieurs enfants maudits qui avaient été affectés par l'explosion. Anju, ne comprenant pas pleinement la situation, supplia Rantarou d'entrer dans la pièce, où elle finit par crier d'angoisse en voyant les corps inanimés de ses amis. Se sentant découragé, Rantarou s'assit sur le toit, observant les papiers contenant les rêves des enfants maudits se disperser dans le vent. Kisara le contacta, l'informant de la situation au camp, où une bombe avait été découverte. Rantarou soupçonnait le travail de factions anti-enfants maudits. Kisara lui conseilla de rester calme et de ne pas laisser ses émotions le submerger. Depuis le toit, Rantarou observa le monolithe 32 se détériorer plus rapidement que prévu. Se précipitant pour trouver Anju, il lui conseilla de partir rapidement. Alors qu'ils approchaient du camp, ils furent témoins d'une bataille féroce entre l'armée et Gastrea, culminant en une explosion massive. Rantarou décida qu'il devait agir indépendamment en raison du chaos croissant. Ils vainquirent avec succès plusieurs Gastrea avant de retourner au camp, pour découvrir qu'il était envahi par les créatures. Rantarou dirigea ses compagnons vers la zone de protection souterraine immédiatement, confrontant la horde écrasante de Gastrea. À la zone de protection, Anju et Kisara collaborèrent pour aider les blessés. Sumir y chercha également refuge. Plus tard, Rantarou et les autres décidèrent d'utiliser une maison abandonnée comme base temporaire. Après avoir rangé et allumé un feu, ils se rassemblèrent pour dîner, discutant de la récente attaque de Gastrea. Pendant leur conversation, un garde les interrompit et convoqua Rantarou pour rencontrer Nagasama. Lors d'une réunion privée, Nagasama exprima son désaccord avec les actions indépendantes de Rantarou et dissolut le groupe auxiliaire, condamnant ses membres à mort. Malgré les objections de Rantarou, Nagasama, lui-même initiateur, l'attaqua et le maîtrisa. Nagasama proposa un marché, épargner leur vie si Rantarou acceptait de s'infiltrer dans le territoire ennemi et d'éliminer les Pléiades, un puissant Gastrea contrôlant les autres, pour ouvrir la voie aux forces de Nagasama pour attaquer Aldebaran, le leader principal de Gastrea. De retour à la base, Rantarou trouva ses camarades endormis. Il tenta de s'éclipser discrètement, mais Kisara l'intercepta, consciente de l'ultimatum de Nagasama. Elle le supplia de reconsidérer, mais Rantarou se sentait responsable de la situation du groupe et continua. Il la laissa derrière lui et se dirigea vers la base ennemie. Pendant son voyage, Rantarou rencontra des Gastrea qui le poursuivaient, le forçant à chercher refuge dans une rivière pour éviter leurs attaques. Quand il se réveilla, il fut surpris de trouver Kajtan et Koina qui traitaient ses blessures. Cette nuit-là, Kajtan proposa à nouveau une alliance, mais Rantarou refusa une fois de plus. Le lendemain matin, Rantarou trouva Kajtan et Koina qui l'attendaient devant une grotte. Prétendant qu'ils partageaient des objectifs, ils voyagèrent ensemble jusqu'à affronter les Pléiades. Rantarou et Kajtan travaillèrent ensemble pour vaincre la créature. Plus tard, Rantarou essaya de lancer un missile sur Aldebaran, mais leurs efforts furent vains car la créature resta impénétrable.
Rantarou se souvint de l'avertissement de Nagasama concernant l'immortalité d'Aldebaran. De retour au camp dévasté, Kisara lui apprit la mort de Nagasama et le nomma nouveau commandant de guerre. Le jour suivant, Rantarou et ses camarades se rassemblèrent au monument de la Révolution de Flamme pour élaborer un plan contre Aldebaran. Ils attendirent à l'abri de l'obscurité tandis que des lanternes, lâchées par les habitants de la ville en signe d'espoir, illuminaient le ciel. Setanchi contacta Rantarou, lui confiant l'avenir de Tokyo et de son équipe. Alors que les Gastrea approchaient, les troupes s'engagèrent dans le combat, Rantarou et Anju avançant vers l'emplacement d'Aldebaran. Malgré leur tentative initiale de faire exploser une bombe dans la bouche de la créature qui échoua, ils parvinrent à l'activer avec une attaque directe. Cependant, Aldebaran riposta avec du liquide détruisant le varanium, laissant Rantarou vulnérable. Shuma intervint, permettant à Rantarou de déclencher la bombe, ce qui entraîna la mort d'Aldebaran et la création d'un cratère massif. Plusieurs jours plus tard, Kisara confronta Kazumitsu au sujet des matériaux de qualité inférieure utilisés dans le monolithe 32, le rendant vulnérable aux attaques de Gastrea. Kazumitsu avoua avoir orchestré l'attaque qui avait tué les parents de Kisara, l'attribuant à la pression exercée par le père de Kisara pour avoir exposé les méfaits de la famille Tandou. Kisara défia Kazumitsu de venger ses parents et sortit victorieuse après une confrontation féroce. Dans le dénouement de l'anime, Setanchi annonce un nouveau départ pour Tokyo après leur victoire sur les Gastrea. Rantarou et Anju se lancent dans un voyage en train vers le Saint-Palais, où Anju doit être honoré par Setanchi. Cependant, leur voyage est interrompu par un accident à la station du 3e district. En réfléchissant à la perte de leurs amis de l'école d'urgence, Anju trouve du réconfort en présence de Rantarou. Il avoue sa peur de la perdre, mais Anju le rassure sur leur lien indéfectible, promettant de rester ensemble pour toujours. Ainsi, la morale de l'histoire est de toujours vérifier 2 fois les ingrédients de votre pizza. On ne sait jamais quand vos garnitures pourraient se transformer en Gastrea.